doctorant en philosophie à Sorbonne Université, et je vais vous parler d'altruisme efficace. Alors avant ça, je tenais à remercier l'Observatoire zététique ainsi que Mathias et Romain pour l'organisation de cet événement. Merci beaucoup. Et du coup, je vais commencer. Et en fait, une question qui va être un peu le fil directeur de cette présentation, c'est la question suivante. Comment peut-on prendre des décisions altruistes de manière à la fois informée et rationnelle? Et on va dire l'idée principale que je veux défendre dans cette présentation, c'est que l'altruisme efficace fournit une réponse possible à cette question. Peut-être parmi d'autres, mais l'altruisme efficace permet de mobiliser des outils de pensée critique pour venir éclairer nos décisions altruistes. Alors, qu'est-ce que c'est l'altruisme efficace? Il s'agit d'une philosophie et d'un mouvement social qui a été créé il y a un peu plus d'une dizaine d'années, à la fois à Oxford en Angleterre et à San Francisco aux États-Unis, et qui s'est ensuite développé et propagé partout dans le monde, et notamment en France, avec la création d'Altruisme Efficace France en 2016. Alors, et Altruisme Efficace France, on essaye de diffuser et sensibiliser un peu les publics aux idées d'altruisme efficace, et on essaye aussi d'animer une sorte de communauté d'individus, de personnes qui sont intéressés par toutes ces idées-là. Alors, s'il fallait définir rapidement l'altruisme efficace, tout simplement, on peut décomposer l'expression en ces deux termes. D'un côté, on a l'altruisme, c'est-à-dire l'idée d'essayer de dédier une partie significative de nos ressources à aider les autres, et de l'autre, l'efficacité ou la recherche d'efficacité, c'est-à-dire on essaye d'avoir le plus grand impact positif dans l'aide qu'on fournit. Alors voilà, j'ai dit ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est revenir à un exemple un peu plus concret, une situation où on se pose la question à quelle association est-ce que je vais faire un don. Et l'idée, c'est de montrer comment l'altruisme efficace, dans cette situation particulière de don, nous permet de mieux réfléchir à notre choix. Mais bien sûr, l'altruisme efficace a vocation à nous éclairer dans toutes nos décisions altruistes et pas seulement dans les décisions de don. Mais du coup, ça va être mon point de départ. Est-ce que je peux prendre cette décision de don de manière informée et rationnelle? C'est-à-dire, vous pouvez imaginer, vous vous réveillez un jour et vous vous sentez un peu d'humeur altruiste et vous voulez dépenser, je sais pas, 10 ou 100 euros pour une association. Alors le problème auquel vous allez être confronté, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'ONG, et elles prétendent tous faire un travail extraordinaire, et elles voudraient tous que vous leur donniez de l'argent. Donc on se trouve dans une situation un peu compliquée. Alors on croule sous les prospectus et brochures diverses où on a plein d'arguments pour donner à telle ou telle association, ou alors à l'occasion d'autres événements récents. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut procéder? Alors, on pourrait imaginer qu'il n'y a pas vraiment de manière rationnelle et informée de procéder dans ces cas-là. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est subjectif. C'est une question de don, du coup, c'est la morale, c'est des trucs qui n'ont rien à voir ni avec la rationalité, ni avec la science. On pourrait penser que c'est un choix personnel, on ne peut pas juger, donc on ne peut pas vraiment en discuter de manière critique, ou alors que c'est complètement émotionnel, donc ça dépend de notre ressenti. Ce que je voudrais défendre, c'est d'abord que ce n'est pas forcément le cas. Alors là, je suis un peu direct, mais voilà, je pense que c'est pas forcément le cas, et ce qu'on peut d'abord discuter de manière critique, c'est les meilleurs moyens pour atteindre des objectifs qu'on se serait fixés quand on donne notre argent. Donc on pourrait très bien imaginer que, ok, je veux donner mon argent, mais en donnant mon argent, je veux aussi remplir ou accomplir tel ou tel objectif. Et dans ce cas-là, on peut discuter de manière tout à fait rationnelle et informée sur quels sont les meilleurs moyens pour remplir l'objectif que je me suis fixé, à quelle association est-ce qu'il faut que je donne pour remplir cet objectif. Donc par exemple, si vous avez un proche qui est décédé du cancer et que par votre don vous voulez, je sais pas, honorer sa mémoire, peut-être qu'un bon moyen d'atteindre cet objectif, ça serait, je sais pas, de donner votre argent à une association de lutte contre le cancer. Voilà, c'est tout bête.
Mais je pense qu'on peut aller quand même plus loin et qu'on peut réfléchir de manière rationnelle et informée aux objectifs et aux valeurs qui guident ou qui devraient guider notre don, de manière plus générale, nos actions altruistes. Donc, en un certain sens, c'est assez, on le fait déjà tous, on réfléchit tous aux considérations qui nous poussent à donner pour telle ou telle association. Par exemple, à peu près personne d'entre nous n'a envie de se faire, par exemple, manipuler. Si on reçoit deux brochures d'associations qui travaillent à peu près qui font à peu près la même chose, dans une d'entre elles, il y a des statistiques précises sur qu'est-ce qu'elles font, leur travail quotidien, et dans l'autre, il y a une énorme photo larmoyante d'un enfant qui est en train de mourir. Bon, et que, imaginons qu'on a été influencé par cette photo-là, et que du coup on donne à cette association, on peut imaginer que quelque chose s'est mal passé. On n'a pas été très rationnel, ou au moins on a un peu, il y a une situation, c'est une sorte de situation d'échec. On n'a pas vraiment respecté les valeurs qui devraient guider notre action altruiste. Pourquoi ? Parce qu'en quelque sorte, on a succombé à nos biais cognitifs. Donc, d'abord, on peut essayer de ne pas se faire manipuler. Mais de manière plus générale, on peut aussi essayer de mettre en cohérence toutes les valeurs et toutes les considérations qui guident notre décision de don. Et ça, c'est pas forcément évident. Parfois, on va donner parce que pour une raison X, et en fait, on se rend compte que dans telle autre situation où on peut agir de manière altruiste, eh ben, on a complètement mis à la poubelle la même considération. Et ça, on peut imaginer, c'est pas très rationnel, ou au moins, c'est pas très cohérent. Donc, on peut au moins essayer d'être cohérent dans notre choix. Alors, bien sûr, quand on aborde ce genre de discussion, on est complètement sorti du domaine du factuel et on discute de valeurs. Mais pour autant, ça ne veut pas dire forcément que c'est complètement arbitraire. C'est-à-dire qu'on amorce du coup une réflexion éthique et il y a plein de gens qui l'ont fait avec nous, qui l'ont fait avant nous en philosophie. On peut discuter de manière intéressante, on peut changer d'avis, changer notre opinion et penser que quelqu'un a apporté un argument super convaincant et du coup se rallier à sa position. Alors après, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a fait des progrès de la même manière qu'on aurait fait des progrès, qu'on pourrait faire des progrès en sciences? Là, c'est beaucoup plus controversé. Est-ce qu'il y a des valeurs qui seraient complètement objectives et absolues? Là aussi, c'est très controversé. Donc, je ne vais pas chercher à répondre à cette question. Mais au moins, je pense qu'on peut, on peut réfléchir de manière rationnelle à ces questions-là. Et voilà, et se lancer dans la discussion pour essayer d'éclairer nos choix. Et ça, c'est vraiment la perspective que prend l'altruisme efficace, où on essaye vraiment d'initier cette réflexion éthique, parce que de toute façon, en quelque sorte, on n'a pas vraiment le choix, puisqu'on est tous amenés à prendre des décisions qui pèsent un peu sur les autres, qui vont affecter les autres, et autant essayer de les prendre le mieux possible. Donc, autant se lancer dans ces discussions-là, même si on ne sait pas trop où ça va nous mener. Alors pour autant, donc dans l'altruisme efficace, il y a quand même une série de principes qui sont souvent pris pour acquis, même si on peut bien sûr les remettre en question, mais ils sont plutôt intuitifs, même s'ils ont des conséquences plutôt parfois contre-intuitives. Donc on va les passer en revue. Le premier principe qu'on prend souvent pour acquis, c'est celui tout simple de quand on donne à une association, ou de manière générale, quand on agit de manière altruiste, ce qu'on essaye de faire, c'est de contribuer à améliorer la vie d'autres individus. C'est quasiment tautologique, altruiste, les autres. Alors pourtant, c'est pas tout à fait consensuel, parce qu'on peut imaginer accorder de la valeur intrinsèque, non pas aux autres individus, mais peut-être à des choses, comme des cathédrales. Donc c'est pas du tout évident comme principe, et on peut le discuter. Par ailleurs, alors contribuer à améliorer la vie des individus, là quand même il y a pas mal de flou, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire améliorer la vie. Donc on peut dire c'est que faire en sorte que la personne se sente mieux, que sa vie aille mieux. On peut faire appel à d'autres notions comme celui de bien-être, on essaye d'améliorer le bien-être des autres individus. Mais bon, là il y a pas mal de discussions philosophiques qui sont sous-jacentes et que je vais pas explorer plus. Mais souvent on a une autre exigence, c'est comme on attribue vraiment de la valeur aux autres individus et à comment va leur vie, on peut penser que plus on aide d'individus et plus on améliore la vie d'autres individus, mieux c'est.
Et ça, c'est l'idée qu'on essaye d'avoir le plus grand impact possible dans nos actions altruistes. Alors là aussi, donc ça peut sembler assez intuitif, parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment la manière dont les autres individus vivent. Est-ce qu'on peut vraiment les aider? Ce qui nous intéresse, c'est pas seulement d'avoir bonne conscience, d'avoir aidé une seule personne. Si on peut en aider plus, a priori, c'est mieux. Mais c'est quand même pas évident. Et notamment, alors, il y a un peu de flou sur cette notion de le plus grand impact possible. Bon, parfois, c'est assez facile de comprendre ce que ça veut dire. Si une association, donc dans son travail, dans ce qu'elle fait, dans ses interventions, elle aide beaucoup 10 personnes, c'est juste mieux que si elle aide un peu 5 personnes. Donc là, il n'y a pas de problème, on peut dire que la première association, il faut plutôt donner à la première association plutôt qu'à la seconde. Là, tout va bien. Mais par contre, assez rapidement, bon, on voit qu'il y a quand même des cas qui sont un peu plus compliqués. Est-ce que c'est mieux d'aider un peu 10 personnes ou beaucoup 5 personnes? Donc bon, là aussi, il y a plein de débats philosophiques sur lesquels on pourra revenir. Pour l'instant, je laisse un peu de côté. Alors, un autre point important, c'est que quand on parle d'avoir le plus grand impact possible, donc on est en train de se mettre dans la situation où on compare donc des interventions des différentes associations, mais bien sûr, ces interventions, elles ne vont pas affecter, elles ne vont pas toucher le même public, les mêmes bénéficiaires, donc les mêmes individus. Donc en un sens, quand on choisit de donner à telle association plutôt que telle autre, eh ben, c'est comme si, entre guillemets, on laissait tomber les individus que la seconde association aide. Et ça, c'est vraiment important de réaliser, c'est que quand on est dans une situation où on veut faire un don à une association, mais aussi donc, quand on veut prendre une décision altruiste, on doit toujours faire des choix difficiles comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des ressources illimitées, on a des ressources qui sont très limitées, donc on ne peut pas aider tout le monde en même temps. Et donc, on est obligé, en choisissant une association, du coup, de ne pas aider d'autres individus. Et ça, on ne peut pas vraiment y échapper. Même si on dit « Ah non, moi je trouve que c'est vraiment complètement immoral », dans tous les cas, le fait que vous donniez à telle association plutôt que telle autre, ça veut dire que vous faites un choix, même s'il est inconscient. Donc le mieux, c'est d'essayer de le faire de la manière la plus informée possible. Alors, le troisième principe, c'est celui d'impartialité dans les décisions qu'on va prendre. L'idée, c'est tout simple, c'est qu'on essaye d'être juste. C'est-à-dire que quand on essaye d'attribuer le même poids à tous les individus qu'on peut potentiellement aider. On n'a pas envie de faire de discrimination arbitraire en fonction, je sais pas, de religion, du genre, de nationalité. Parce que ça serait une discrimination complètement arbitraire. Et donc pas pertinent éthiquement. Alors, si on suit un peu jusqu'au bout ce principe d'impartialité, ça peut avoir des conséquences assez contre-intuitives. Par exemple, être impartial, on peut imaginer que ça implique être impartial aussi envers les individus qui ne sont pas encore nés, mais qui vont naître peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ou dans 100 ans, ou dans 1000 ans. Donc ça veut dire toutes les générations futures. Ça veut dire qu'il faut, dans le choix qu'on fait de à qui donner, il faut aussi prendre en compte les intérêts des générations futures. Et ça, c'est pas forcément évident. Une autre conséquence contre-intuitive, c'est que on peut penser que si on veut être vraiment impartial, on ne devrait pas non plus faire de discrimination purement sur la base de l'appartenance à certaines espèces. Et donc ça veut dire qu'il faudrait aussi prendre en compte les intérêts des animaux, au moins les animaux qui sont sentients, c'est-à-dire ceux qui sont capables d'avoir des expériences affectives positives et négatives. Donc en gros, ils sont capables de souffrir. Donc ça, c'est aussi une autre conséquence contre-intuitive qui semble découler assez naturellement du principe d'impartialité. Alors, une fois qu'on a tous ces 3 principes, qu'est-ce qu'on fait avec? Tout bêtement, dans notre situation de don, ça semble impliquer qu'on veuille donner à l'association qui a tout simplement le plus grand impact positif dans les interventions qu'elle met en place. Alors ça, plus particulièrement, ça veut dire que... ça vient un peu trop tôt. Ça veut dire que il faut se préoccuper de ce que l'association peut faire dans ses interventions avec l'argent que nous, on va lui donner. Et du coup, en d'autres termes, il faut ce qu'on appelle raisonner à la marge. C'est-à-dire que quand on va prendre notre décision, on ne considère pas on réfléchit pas à est-ce que l'association, dans tout le travail qu'elle a fait, peut-être depuis qu'elle a débuté, est-ce que ce travail, c'est un travail qui a eu un grand impact ou pas?
mais on réfléchit plutôt à la question suivante. Est-ce que si moi, là tout de suite, j'ajoute de l'argent, que va devenir cet argent-là? Est-ce que moi, je peux faire une différence? Quelle différence, moi, je vais faire? Et ça, c'est ce qu'on appelle raisonner à la marge. Parce que c'est nous, a priori, qui sommes on cherche à réfléchir à est-ce que notre choix va avoir un impact, pas le choix de tous les donateurs de l'association. Alors je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mais ok, donc ça c'est un peu toute la théorie. C'est ce qu'on essaie de faire. Donc on essaie de réfléchir à quelles associations donner en fonction de l'impact qu'elles auraient. Mais on peut se poser la question, mais comment est-ce qu'on peut vraiment déterminer ça? Comment est-ce qu'on peut déterminer les interventions qui sont les plus efficaces? Donc, qui sont les plus efficaces, c'est-à-dire qui ont le plus d'impact pour un montant de ressources que vous avez mis dans cette intervention. On peut être un peu pessimiste. Pourquoi? Parce qu'au final, on sait très peu de choses sur les conséquences de nos actions en général. On sait très peu de choses sur le fonctionnement des associations. On sait très peu de choses sur ce qu'elles font. Et ensuite, il y a plein d'incertitudes un peu partout. Donc, on pourrait partir un peu pessimiste et en disant bon, on peut vraiment pas avancer, ça sert vraiment à rien d'y réfléchir plus. Donc, ce que je voudrais montrer, c'est que on a quand même des outils qu'on peut mobiliser pour venir éclairer notre décision. Donc on peut prendre une décision informée. Alors bien sûr, c'est pas du tout une décision définitive, mais on peut quand même faire des progrès là-dessus. Donc il n'y a pas de raison de partir pessimiste. Alors d'abord, on a des outils assez théoriques, et notamment des outils qui ont à voir avec la rationalité, avec la pensée critique, et notamment tout ce qui concerne la prise en compte des incertitudes. Ce qu'on essaie de faire quand on essaie de déterminer l'impact qu'a une association dans certaines de ses interventions, au final, c'est de comprendre ça va être quoi les conséquences de mon action. Donc si moi j'ai fait ça, alors qu'est-ce qui va se passer? En gros, ce que ça nécessite, tout ça, c'est d'avoir une bonne représentation de comment le monde y marche. Et notamment comment le monde y marche, quand moi je vais donner de l'argent à l'association, qu'est-ce qu'elle va faire avec, qu'est-ce qui va se passer ensuite, et ça va être quoi les conséquences à court terme, à moyen terme, etc. Et pour faire ça, c'est très important de penser de manière non binaire. Donc, très souvent, on peut être tenté de penser du coup, de manière binaire, donc d'avoir juste des croyances, je pense que X, ou je crois que non X, je pense que Macron va gagner les élections en 2020, ou je pense que Le Pen va gagner les élections. Mais en fait, très souvent, on n'a jamais vraiment ce degré de certitude, on ne peut pas être sûr que Macron ou Le Pen va gagner. En général, on a plutôt des degrés de croyance. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir mobiliser ces degrés de croyance, donc ces degrés de certitude, parce que quand on veut évaluer l'impact qu'on a dans nos actions, et notamment donc, l'impact des interventions des associations, très souvent, il y a beaucoup d'incertitudes. Et on ne peut pas savoir avec certitude que ça va sauver la vie de 10 personnes, peut-être que ça va sauver la vie que de 5 personnes, peut-être de 0, peut-être que l'impact va être négatif, etc. Donc c'est vraiment important de bien prendre en compte ça. Et parallèlement, aussi de mettre à jour donc, nos croyances sur ce qui va se passer en fonction des nouvelles informations, des connaissances qui s'accumulent, qu'on peut recevoir. Et en particulier, il y a pas mal d'incertitudes, donc j'ai dit sur les conséquences des actions. Parfois, une association peut vouloir faire quelque chose qui n'a que 10% de chance de réussite. Et peut-être que si ça réussit, alors l'impact va être extraordinaire, peut-être va sauver l'humanité, je ne sais pas, mais il y a 90% de chances qu'elle échoue, dans ce cas-là, l'impact c'est zéro. Une des questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on évalue cette intervention-là, étant donné qu'on a autant d'incertitudes sur l'impact potentiel. Et la solution, c'est de raisonner en espérance mathématique, donc en gros de pondérer la probabilité de succès d'une intervention avec l'impact que l'intervention réussie aurait. Donc voilà, ça ça vient directement de la boîte à outils assez classique, tout ce qui est rationalité, mais ce sont des choses qu'on peut venir mobiliser. On peut aussi mobiliser d'autres connaissances, et notamment des connaissances scientifiques. Et là, je vais prendre un exemple précis, mais en fait, il y a plein d'autres exemples de connaissances qu'on peut venir mobiliser. L'exemple que je prends, c'est tiré de l'économie de développement, et je vais vous demander du coup de vous mettre à la place d'un ministre de la Santé dans un pays en développement,
Et vous, ce que vous voulez faire, c'est augmenter la durée de scolarité des enfants dans votre pays. Et du coup, on vous a donné un peu d'argent pour faire ça, et vous demandez, c'est quelle est la politique publique qui me permettrait d'augmenter le plus la durée de scolarité des enfants. Et donc, vos conseillers vous présentent les interventions suivantes. Alors, des transferts monétaires conditionnels aux familles. Ça veut dire en gros qu'on donne simplement de l'argent aux familles qui ont des enfants qui vont à l'école. Mais on donne l'argent seulement si les enfants vont bien à l'école. C'est pour ça qu'ils sont conditionnels. On propose une autre intervention, de donner gratuitement des uniformes scolaires, de donner plus d'informations aux enfants, notamment sur les bénéfices de l'éducation sur leur revenu futur, donc de leur montrer que en fait ça vaut vraiment le coup de poursuivre vos études. Et enfin, on peut essayer d'améliorer la santé des enfants. Et la question qui se pose, c'est quelle est l'intervention que vous, en tant que ministre de la Santé, vous allez décider de mettre en place? Et du coup, quelle intervention est la plus efficace? Et ça, c'est pas du tout évident. Alors, on peut prendre quelques secondes pour un peu réfléchir à laquelle semble être la plus pertinente, celle qui va avoir le plus grand impact positif. Mais en fait, la première chose, je pense, qui apparaît, c'est que c'est pas du tout évident. On peut essayer d'imaginer les mécanismes qui permettraient de comprendre pourquoi telle ou telle intervention aurait le plus d'impact, mais c'est vraiment pas du tout évident. Et en fait, dans la littérature économique, notamment en économie de développement, en fait, une méthodologie a été développée justement pour répondre à ce genre de questions, avec une méthodologie qui est tirée de ce qui se fait en médecine, où en gros on essaie de tester l'efficacité de médicaments. Et là, on cherche à tester l'efficacité de différentes interventions. Et on fait ce qu'on appelle des essais randomisés contrôlés, où en gros on va prendre un échantillon du coup de la population qu'on veut aider, donc ici les enfants dans un certain pays en développement, et en gros on va essayer de tester chacune des interventions sur des sous-ensembles de notre groupe. Donc on va à certains enfants on va leur faire des transferts monétaires conditionnels, à d'autres on va leur donner des uniformes scolaires gratuits, à d'autres, etc. Et à un dernier groupe, le groupe contrôle, on va rien faire, on va pas toucher. Et ensuite, on revient quelques années plus tard et on mesure la durée de scolarité et on se rend compte quelle intervention a été la plus efficace. Et si on fait ça et qu'on fait beaucoup de statistiques assez subtiles après, on obtient quelque chose comme ça. Donc là, tout à gauche, on a la distribution d'uniformes, donc avec une expérience qui a été faite au Kenya. Là, on a la distribution conditionnelle d'argent. On a d'autres, et là, on a l'information plus d'informations données aux enfants. Et là, on a plusieurs autres. Et on se rend compte qu'il y a des très grosses différences d'impact, sachant qu'en ordonnée, on a le nombre d'années supplémentaires d'éducation pour $100 dépensés dans l'intervention. On se rend compte qu'il y a des grosses différences d'impact, et notamment que cette intervention-là, donc il s'agit d'une intervention de santé, la distribution de fer et de vitamine A beaucoup plus d'impact que les autres. Mais on voit aussi qu'il y a des très grandes différences entre chacune d'entre elles. Mais quand on ajoute une dernière intervention qui a été mise en place, c'est deworming, c'est la distribution de vermifuges contre les vers intestinaux qui peuvent infecter les enfants, et en fait on se rend compte que celle-ci, elle est beaucoup plus efficace que toutes les autres. Là on est à peu près, pour $100 dépensés, on est à 12 années additionnelles d'éducation qui sont comme conséquence. Donc c'est vraiment assez impressionnant, et ce que ça montre, c'est au moins que d'abord on peut venir mobiliser ce genre de travaux pour éclairer notre décision, mais qu'en plus ça vaut le coup quand même parce qu'il y a quand même des différences assez spectaculaires d'impact et des choses qui n'étaient pas du tout évidentes. Alors bien sûr, ce genre de méthodologie, elles ont aussi leurs limites. Donc par exemple, vous pouvez essayer de comparer des interventions comme la distribution de médicaments ou la distribution d'uniformes gratuits, mais ça va être un peu plus compliqué de comparer des choses du type qu'est-ce qui se passe si on fait une révolution communiste dans tel pays. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la population, on n'a pas assez de pays différents pour faire les tests et tout ça. Et ça serait un peu éthiquement douteux. Donc, ce que ça montre en tout cas, c'est que voilà, ce genre de méthodologie, ça a des limites. Il y a une autre limite qui est souvent mentionnée, c'est le problème de la validité externe.
C'est-à-dire que ces études-là, elles sont faites dans un pays en particulier. Là, donc, précédemment, vous avez vu à chaque fois, il y avait le nom du pays dans lequel ça a été fait. Et une question qu'on peut toujours poser, c'est dans quelle mesure est-ce que ça va être vrai quand on va implémenter l'intervention dans un autre pays. Donc là, ça, c'est des questions ouvertes. Et ça, c'est des difficultés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste compter sur ce genre d'études. Mais il faut aussi mobiliser d'autres ressources, d'autres connaissances scientifiques disponibles. Notamment en sciences sociales, il y a plein de choses qu'on peut venir mobiliser. On peut venir, notamment des études de cas en histoire, on peut mieux comprendre par exemple comment se développent des mouvements sociaux. Ça va être particulièrement intéressant pour comprendre les erreurs du passé. Si vous voulez, par exemple, développer un mouvement écologiste qui aurait du succès, peut-être qu'il faut voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans le passé, qu'est-ce qui a freiné d'autres mouvements sociaux, pour apprendre une leçon. Donc, tout ça pour dire, voilà, il y a plein d'outils qui sont disponibles pour venir éclairer nos décisions. Mais il y a quand même un problème, c'est que il y a beaucoup d'interventions différentes qu'on pourrait vouloir évaluer de cette manière-là. Et du coup, c'est à la fois très complexe de venir tous les évaluer, et surtout, ça prend beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. Du coup, ça serait bien d'avoir des moyens de nous simplifier la tâche. Et c'est là où on peut utiliser ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des sortes de raccourcis cognitifs, des manières de raisonner qui nous permettent d'aboutir à un résultat assez rapide, mais le résultat est plutôt approximatif. Donc il faut toujours prendre le résultat avec des pincettes, mais c'est quand même assez intéressant, et ça nous permet de faire des progrès assez rapidement. Alors, quel type d'heuristique on pourrait imaginer dans notre situation? Une heuristique possible, ça pourrait être, il faut plutôt favoriser les associations, donner aux associations qui travaillent dans les pays en développement. Pourquoi? Pour au moins deux raisons. D'abord, les personnes qui vivent dans les pays en développement sont en moyenne, par définition, beaucoup plus pauvres que celles qui vivent dans les pays riches. Donc ça veut dire qu'a priori, on peut les aider plus fortement. Et par ailleurs, c'est beaucoup moins coûteux d'intervenir dans des pays pauvres, parce que la main-d'œuvre locale est beaucoup plus bon marché, etc. Donc ça peut être une bonne raison de justifier ça peut être une bonne justification de cette heuristique. Alors dans le mouvement de l'altruisme efficace, souvent il y a un autre ensemble d'heuristiques qui sont utilisées, un ensemble de 3 heuristiques. Et en fait, ce sont des heuristiques qui vont porter non pas sur chaque intervention, mais plutôt sur ce qu'on peut appeler des problèmes, ou en gros des grandes causes, auxquelles appartiendrait l'intervention. Donc si par exemple votre intervention, ça lutte contre la pauvreté en France, on pourrait dire la cause ou le problème que l'intervention cherche à résoudre, c'est la pauvreté en France. Alors d'autres problèmes ou d'autres causes de ce genre-là, ça peut être le réchauffement climatique, les inégalités scolaires, le problème des conditions de vie des sans-abri en France, etc. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va présenter des heuristiques qui permettent de ce qu'on appelle prioriser, donc en gros de classer ces problèmes ou ces grandes causes en fonction de quel est leur score sur une série de trois facteurs. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle l'ampleur, et ça correspond tout simplement à combien d'individus sont affectés et à quel point leur bien-être en est dégradé. Donc ça semble assez intuitif. Plus l'ampleur d'un problème est élevée, plus, toutes choses égales par ailleurs, ça vaudrait le coup d'intervenir et de venir essayer de résoudre le problème. Alors pour prendre un exemple précis, par exemple, si on prend le réchauffement climatique, ça on peut imaginer que c'est un problème qui a une très grosse ampleur, que ça touche l'ensemble de l'humanité et même l'ensemble de la planète. Pour prendre un autre exemple, on pourrait imaginer qu'il y a certaines maladies très rares qui ne touchent que quelques centaines de personnes dans le monde. On pourrait essayer de chercher un remède à cette maladie très rare. On pourrait imaginer qu'à côté, il y a une autre maladie qui, elle, est beaucoup plus commune. Soigner et trouver un remède pour cette maladie, ça semble être une cause, parce qu'elle a beaucoup plus d'ampleur, qui est beaucoup plus intéressante. Et ce serait plutôt là qu'il faudrait focaliser nos efforts, toutes choses égales par ailleurs. Un deuxième heuristique, c'est ce qu'on peut appeler le potentiel d'amélioration. En gros, est-ce qu'il est facile d'avancer dans la résolution du problème? Donc pour reprendre l'exemple des maladies, on pourrait imaginer que pour certaines maladies, il n'y a aucun remède existant qui existe, donc ça veut dire qu'il faudrait
qu'il faudrait faire des recherches pour trouver potentiellement un remède, mais tout est assez spéculatif. Et on peut imaginer à côté une autre maladie où là, on a un remède qui est tout prêt, et il suffit juste de diffuser à grande échelle ce remède, ce médicament, pour soigner tout le monde. Bon, bah, dans ce cas-là, la deuxième maladie, elle a un meilleur, en tant que problème, elle a un meilleur potentiel d'amélioration. Et enfin, la troisième heuristique, qui est peut-être un peu moins intuitive, c'est le caractère négligé du problème. Quelle quantité de ressources financières, humaines ou autres est actuellement dédiée à la résolution de ce problème? Alors, l'idée derrière cette heuristique, c'est que, a priori, plus il y a de monde et plus il y a de ressources qui sont déjà dépensées pour réduire un problème, et ben, plus votre contribution à vous va être marginale et va être assez mineure. C'est un peu ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le raisonnement à la marge. Et pour reprendre l'exemple des maladies, encore une fois, on peut imaginer que vous vouliez, on puisse envisager rechercher un remède pour une maladie. S'il y a déjà 10 équipes de recherche qui sont sur le coup, qui essayent de chercher des remèdes, bah, ça va être un peu moins prometteur que s'il n'y a qu'une seule équipe de recherche. Dans ce cas, vous serez la deuxième et on a l'impression intuitivement que bah, votre impact va être nettement supérieur. Cette heuristique, le caractère négligé, ça capture un peu cette intuition-là. Alors, il y a une leçon aussi un peu derrière, sous-jacent à l'utilisation de cette heuristique, c'est que quand on dit négliger, en fait, c'est négligé par les autres. Est-ce qu'on préfère venir résoudre des problèmes pour lesquels personne d'autre, peut-être sur Terre, ne cherche à résoudre, ou alors est-ce qu'on vient s'ajouter à la masse des gens qui travaillent déjà dessus? Et l'idée, c'est assez important, c'est que, en fait, quand on réfléchit à nous quel peut être notre impact, il faut effectivement considérer que bah, il y a plein d'autres gens à côté, et ces gens-là, ils prennent des décisions pour plein d'autres raisons, mais que du coup, vous pouvez tenir pour acquis que ah bah, je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont peut-être qui sont actuellement là en train de travailler sur le cancer, par exemple. Donc, ça veut dire en quelque sorte que nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que nous, on va faire, c'est pas ce que les autres gens vont faire. En quelque sorte, on les tient un peu comme fixés. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir de manière collective. On peut venir se coordonner avec d'autres gens. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui raisonnent un peu de notre manière-là, qui se posent la question « Ah, où est-ce que je peux travailler ou à qui je peux donner pour résoudre le problème qui serait, je sais pas, le plus négligé ?» Dans ce cas-là, on peut se coordonner ensemble et agir de manière collective. Donc ça n'empêche pas d'agir de manière collective, mais ça veut juste dire qu'il faut quand même être en quelque sorte réaliste sur ce que les autres gens, les États, etc., les autres financeurs font de leur temps et de leurs ressources. Ok. En utilisant donc ces trois critères précédents, on peut commencer un peu à explorer donc les différentes causes et les différents problèmes pour essayer d'identifier ceux qui seraient entre guillemets prioritaires. Alors donc c'est une des grandes tâches qui est accomplie dans le mouvement Altruiste Efficace. Alors bien sûr, donc là je vais vous en présenter trois causes qui sont considérées actuellement comme plutôt prioritaires, mais pour autant, il faut bien se rendre compte que c'est à l'heure actuelle, dans l'état actuel de nos connaissances. On pourrait très bien imaginer que dans 5 ans ou dans 10 ans, eh ben, on obtienne de nouvelles informations qui changent complètement, donc la liste des causes prioritaires. Ça serait tout à fait normal. Donc voilà. Alors, du coup, la première cause qui semble actuellement prioritaire, c'est ce qu'on peut appeler la santé et la pauvreté dans les pays en développement. Et ça, en gros, c'est les travaux qu'on a vus en économie du développement, qui mettaient en évidence l'efficacité des interventions de santé, ça vient un peu justifier le choix de cette cause. D'abord, si on reprend les 3 critères, d'abord, ça touche beaucoup d'individus, plusieurs milliards d'individus. Donc c'est un problème qui est ample, qui a beaucoup d'ampleur. Potentiel d'amélioration est plutôt bon. Ça, c'est ce qu'on a vu avec les travaux sur l'efficacité des interventions de santé. Et par ailleurs, c'est plutôt négligé. Plutôt négligé, voilà. On peut discuter à quel point c'est vraiment négligé, est-ce que c'est négligé par rapport à quoi, à quelle autre cause, etc. Mais en tout cas, les autres causes, les autres problèmes qu'on va voir juste après, sont plus négligés que celle-ci. Ok. La deuxième, c'est souffrance d'animaux en élevage industriel.
Alors pour bien comprendre ça, il faut se rappeler, on avait dit qu'un des principes qu'on essayait d'appliquer, c'est l'impartialité. On avait dit, si on essaie d'être impartial, alors il faut se préoccuper des sorts des animaux, au moins des animaux sentients. Or, on se rend compte, actuellement, il y a plusieurs milliards d'animaux qui sont élevés dans des élevages industriels et qui ont des conditions de vie et d'abattage qui sont très mauvaises, très terribles. Donc on peut, si bien qu'on puisse imaginer que leur vie, elle ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue. Donc ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de souffrance et du coup que ce problème-là de leur souffrance, il a une ampleur assez élevée. Par ailleurs, il y a des moyens plutôt évidents d'améliorer leurs conditions. Donc on peut penser par exemple au travail de L214, donc de diffusion et un peu d'influence de l'opinion publique, mais il y a aussi d'autres solutions possibles, comme par exemple les solutions technologiques. En ce moment, il y a la viande cultivée qui commence un peu à se développer. Donc il y a pas mal de solutions potentielles à ce problème-là. Donc le potentiel d'amélioration est plutôt bon. Et enfin, en termes de caractère négligé, là-dessus, on est sur un problème beaucoup plus négligé que celui de la santé et pauvreté dans les pays en développement. Ok. Et enfin, la troisième grande cause qui est souvent mise en avant comme particulièrement prioritaire, c'est un peu ce qu'on peut regrouper sous le terme de risques catastrophiques globaux. Là aussi, pour bien comprendre, il faut revenir au principe d'impartialité. On a dit que ça semblait plutôt impliquer qu'il faille prendre en compte les générations futures. Or, il y a plein de catastrophes potentielles, de risques de catastrophes, qui mettraient ou bien en danger la survie de l'humanité et du reste de la planète, ou bien qui entraîneraient des masses de souffrance dans les années à venir. Alors, comme exemple un peu classique, il y aurait le réchauffement climatique, qui serait un risque catastrophique, qui a à vrai dire une probabilité d'occurrence assez élevée. On peut ensuite discuter à quel point est-ce que le réchauffement climatique menace l'existence même de l'humanité ou pas, mais en tout cas, ça semble plutôt être comme je disais, ça semble être un problème qui a une ampleur assez élevée. Mais par contre, le réchauffement climatique, en comparaison, c'est plutôt négligé comme problème, mais en comparaison avec les autres risques catastrophiques que je vais mentionner là, ça l'est pas tant que ça. Un risque catastrophique qui est bien plus négligé, c'est par exemple le risque de guerre nucléaire. Au niveau mondial, il y a relativement peu de ressources qui sont affectées à réduire au maximum le risque qu'une guerre nucléaire ait lieu et en gros détruise complètement l'humanité. Un autre exemple de risque catastrophique qui est bien plus négligé, les risques de pandémie, où là aussi, au niveau mondial, il y a relativement peu d'efforts qui sont mis pour essayer de réduire ces risques. Et pourtant, là, ça pourrait constituer un risque vraiment contre l'existence de l'humanité. Et enfin, un troisième risque qui est encore plus négligé, mais qui l'est un peu moins maintenant avec le temps, c'est ce qui concerne les dangers liés à une intelligence artificielle qui serait hors de contrôle. Donc qui serait hors de contrôle et qui serait... Il ne faut pas imaginer trop les scénarios à la Terminator, mais il faut plutôt imaginer juste une intelligence artificielle qui est assez puissante parce qu'elle comprend bien le monde dans lequel elle évolue, mais aussi qui n'a pas des valeurs qui soient parfaitement alignées avec les nôtres, avec celles de ses créateurs. Et dans ce cas-là, si en gros on est un peu sur son passage, elle pourrait très bien chercher à nous détruire ou bien à affecter la société de la manière qu'elle voudrait. Donc ça c'est un risque qui est souvent pris au sérieux, particulièrement au sérieux dans le mouvement Attention efficace, notamment parce qu'il est vraiment particulièrement négligé. Et qu'en général, les gens ont tendance à penser que c'est une idée complètement saugrenue. Ok. Du coup, voilà, là je suis un peu revenu du coup sur tout un peu les outils qu'on pouvait mobiliser, à la fois les heuristiques, les connaissances scientifiques, etc. Maintenant, je retourne un peu à des problématiques plus concrètes qui, si on veut par exemple agir au sein en faveur des causes que j'ai présentées, les causes prioritaires, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Qui sont en gros les acteurs qui ont fait un peu ce travail de recherche et qui ont essayé de prioriser les problèmes pour lesquels on peut avoir le plus d'impact. Alors, Guy Voel, c'est un des
qu'on pourrait appeler un évaluateur d'ONG, qui a été créé, je crois, en 2007, et qui a, depuis le début, comme objectif de comparer et ensuite d'identifier les organisations les plus efficaces qui travaillent dans le domaine de la pauvreté dans les pays en développement. Et du coup, GiveWell a identifié toute une série d'associations, notamment parce que certaines de ces associations mettent en place des interventions qui ont été évaluées comme étant très très efficaces. Alors je vous laisse aller sur le site GiveWell, est vraiment à la fois est incroyablement riche, et on peut facilement perdre 1 ou 2 ou 3 semaines rien pour essayer de comprendre pourquoi GiveWell a identifié cette association comme particulièrement efficace, mais ils ont vraiment un idéal de transparence qui est assez remarquable, en essayant vraiment de détailler exactement tout leur processus de décision, pourquoi à la fin ils ont identifié ces organisations-là. En ce qui concerne la deuxième cause qu'on peut considérer comme prioritaire, tout ce qui concerne la souffrance des animaux, là on a un autre organisme d'évaluation qui essaye de faire ce travail de recherche, c'est Animal Charity Evaluators, qui a identifié toute une série les top charities, c'est 3 ici. Donc toute une série d'organisations qui semblent faire un travail efficace pour défendre les intérêts donc, des animaux, et notamment des animaux en élevage industriel. Et notamment on trouve L214, non pas dans les top charities, mais dans les standard charities, donc le niveau juste en dessous. Alors, j'ai commencé en fait en parlant d'une ressource particulière qu'on peut mobiliser, mais en fait il y a plein de ressources différentes qu'on peut mobiliser pour mener à bien des actions altruistes. Pourquoi est-ce que j'ai parlé en particulier je suis parti de l'argent? Parce que c'est parfois une ressource qu'on a tendance à un peu dévaloriser en disant c'est un peu impur, vaut mieux s'engager directement, mais pourtant on a quand même de bonnes raisons de penser que ne serait-ce seulement en résidant en France, en fait on a quand même on se situe dans la partie de la population la plus riche au niveau mondial, et que c'est quand même un atout, un avantage qu'on a, qu'il est assez intéressant de considérer. Donc c'est vraiment important de s'efforcer de bien le dépenser si on veut le dépenser. Donc sur le site Giving What We Can, il y a une sorte d'outil où on peut découvrir dans notre classement en termes de richesse au niveau mondial en fonction de notre revenu. Là j'ai fait le test avec France, revenu du ménage de 15 000 euros annuel, et ça correspond à peu près à un SMIC si je ne me trompe pas, pour un seul adulte, et on découvre qu'on est dans les 8,8% les plus riches au niveau mondial, et que notre revenu est plus de 13 fois supérieur au revenu moyen mondial. Donc ça c'est juste pour montrer que ça c'est quand même une ressource qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. Mais c'est pas du tout la seule ressource, donc on peut faire plein d'autres choses. Alors on peut donner de l'argent, on peut manifester, on peut voter, on peut faire du bénévolat, on peut signer des pétitions, on peut aussi avoir d'autres talents cachés. Une ressource qui est particulièrement intéressante et qui n'est bizarrement pas dans ces images-là, c'est notre carrière. Pourquoi? Parce qu'on a à peu près 80 000 heures qu'on va dédier à notre carrière professionnelle en moyenne. Et donc, si on arrive à choisir une carrière professionnelle qui a un impact plus élevé qu'une autre, et bien au final, on peut vraiment réussir à avoir un impact assez élevé tout au long de notre vie. Et pour ceux qui sont particulièrement intéressés par le choix d'une carrière professionnelle qui soit à la fois altruiste et efficace, je vous réfère au site 80,000 Hours, donc 80 000 heures, du nombre d'heures qu'on a dans notre carrière professionnelle en moyenne tout au long de notre vie, et qui propose un guide de carrière qui est assez bien fait avec tout un ensemble de critères qu'on peut essayer de prendre en compte pour décider où est-ce qu'il faudrait qu'on travaille pour avoir le maximum d'impact, et aussi avoir une vie qui soit pour soigner aussi notre propre bien-être aussi, parce que c'est important d'être bien dans sa peau si on veut aider les autres. Alors pour revenir un peu justement sur ces critères de choix de carrière, on peut d'abord faire une distinction
entre l'impact direct et l'impact indirect, disons. Donc pour l'impact direct, ça serait tout simplement le bien qu'on fait directement par notre travail. Si par exemple on est chirurgien et qu'on est amené à faire des opérations qui sauvent des vies, et ben on pourrait imaginer que tout au long de notre carrière, on sauve peut-être une centaine ou 200 personnes directement. D'un autre côté, l'impact indirect, comme son nom l'indique, c'est l'impact qu'on a indirectement. Imaginez par exemple que vous êtes simplement l'assistant d'un chercheur, mais le chercheur est très très bon, et vous êtes aussi un très bon assistant. Et du coup, en fait, ne serait-ce qu'en aidant le chercheur va chercher, va trouver des choses qui ensuite vont avoir un impact très positif, il se pourrait bien que être assistant d'un chercheur, ça a un impact énorme. Ça serait un exemple d'impact indirect élevé. Un autre exemple, ça pourrait être par exemple tout ce qui concerne les activités de lobbying. Si vous faites du lobbying pour des causes nobles et que vous arrivez effectivement à changer la loi, vous pourrez comme ça avoir un impact assez énorme. Et là, l'impact semble plus indirect. Mais il faut quand même prendre en compte une chose qui est importante, donc qu'on peut appeler le raisonnement contrefactuel. Et l'idée, c'est quand on réfléchit à quelle carrière professionnelle choisir, il faut réfléchir de manière contrefactuelle, c'est-à-dire déterminer si quelqu'un d'autre m'aurait remplacé et s'il aurait fait un travail de qualité équivalente. Alors si on reprend l'exemple du chirurgien, quand on prend le chirurgien, l'étudiant en médecine au début de sa carrière, qui réfléchit à est-ce que je vais devenir chirurgien, effectivement il peut avoir en tête le fait qu'il y a plusieurs centaines de personnes qu'il va pouvoir aider tout au long de sa vie. Sauf que, si c'est pas lui qui devient chirurgien, c'est qui devient chirurgien? Eh ben, c'est la personne suivante dans le classement au concours, je sais pas, d'internat. Et a priori, on a plutôt de bonnes raisons de penser que, disons, il n'y a pas de raison de penser que la personne suivante sur la liste ferait du travail de moins bonne qualité que vous. Donc en fait, ça veut dire que, contrefactuellement, l'impact que vous avez en tant que chirurgien, il peut s'avérer en fait plutôt faible et même nul. Parce que, tout simplement, si c'est pas vous qui devenez chirurgien, c'est quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, a priori, fait le même travail que vous. Alors, c'est pas forcément le cas pour tous les différents boulots qu'on peut imaginer, et c'est ça qui est particulièrement intéressant. Ensuite, l'idée, c'est, en gardant bien ça en tête, de choisir de faire un travail où, si c'est pas nous qui le faisions, peut-être personne ne le ferait, ou peut-être ce serait quelqu'un bien moins compétent que vous. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Et je vais finir sur l'exemple un peu d'une manière assez particulière d'avoir un impact dans son travail. Et ça montre aussi que c'est pas du tout évident de déterminer quelles carrières sont a priori ont le plus d'impact. Et parfois, on peut être assez étonné des résultats, et c'est aussi souvent une question de chance. Donc, ça, c'est Stanislas Petrov, qui est mort en 2017, et il a fait toute une carrière dans l'armée soviétique. Et en 1983, il était responsable de la surveillance. Donc, il avait tout un système informatique de surveillance anti-missile. Donc, il surveillait que les Américains n'envoyaient pas des missiles vers l'URSS. Et en fait, on a de bonnes raisons de penser que, en 1983, il a pris une décision qui a peut-être sauvé toute l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, lui, il était responsable donc de la supervision de ce système de surveillance, et le système de surveillance lui a soudainement indiqué qu'il y avait des missiles américains qui fonçaient vers l'URSS. La procédure normale, ça aurait été directement d'en informer ses supérieurs, mais s'il faisait ça, il y avait un risque assez élevé que l'URSS organise une riposte, et une riposte de l'URSS, ça aurait été assez violent. Le problème, c'est qu'on n'était pas sûr du tout qu'il y avait vraiment des missiles, parce que le système informatique, il peut avoir des bugs. Et de fait, c'était un bug. Et Stanislas Petrov n'a pas informé ses supérieurs de l'existence de cette menace. Il a tout simplement dit « Ah, c'est une fausse alerte ». Et il avait raison. Et en fait, en faisant ça, on peut penser que, contrefactuellement, peut-être que quelqu'un, un peu le bon soldat, aurait suivi les ordres, peut-être qu'on ne serait pas là pour en discuter.
Donc il faisait simplement son travail, et ça j'aime bien cette citation, c'était la bonne personne au bon moment. Et parfois, l'impact qu'on peut avoir, ça dépend un peu de ça. Du coup, je conclus avec des idées pour, si vous voulez en savoir plus sur tout ça, et si vous voulez vous impliquer. Alors pour l'instant, il y a beaucoup de ressources en anglais, beaucoup, mais beaucoup moins en français. Donc en français, actuellement, on a seulement le livre, un des livres phares de Peter Singer, L'altruisme efficace, qui présente les idées un peu de base de l'altruisme efficace. Et en ligne, on a le site Altruisme Efficace France, où il y a un peu d'informations, mais pas tant que ça. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais et que vous souhaitez vraiment savoir plus, je vous recommande d'aller directement sur effectivealtruism.org et ou alors d'emblée, vous pouvez aller voir aussi GiveWell, le type de méthodologie qu'ils emploient, etc. Et si vous voulez vous impliquer, vous pouvez nous contacter à Altruisme Efficace France et ou aller directement voir le groupe local Altruisme Efficace Grenoble. Et sur ce, merci beaucoup pour votre attention. On va passer aux questions. Alors si quelqu'un a une question, essayez de parler fort, parce que si vous êtes de ce côté-là, ceux qui sont là ne vous entendront pas forcément, et inversement. Lorsque vous classez vos causes, la question c'est est-ce que vous faites une analyse quantitative ou juste qualitative? Et est-ce qu'on peut vraiment être, si c'est pas complètement quantitatif, est-ce qu'on peut être vraiment rationnel? Alors, je pense que la distinction entre quantitatif et qualitatif ne doit pas être surestimée. Si par quantitatif, vous avez en tête qu'on a une sorte d'algorithme où en gros on remplit certains paramètres à la base et ensuite ça nous donne directement le résultat et le classement direct des causes, très clairement on n'a pas ça. Donc en un sens, oui, on est obligé aussi de mobiliser des considérations qualitatives. Par exemple, ne serait-ce que pour l'exemple que j'ai pris avec les interventions de distribution d'uniformes ou ayant trait à la santé, on ne peut pas directement prendre directement les chiffres que nous donnent les études. Pourquoi? Parce que ça, en gros, c'est des conséquences de l'intervention sur la durée des études, mais on peut imaginer qu'il y a aussi des conséquences à plus long terme. Ces conséquences à plus long terme, elles peuvent être positives, elles peuvent être aussi négatives. Elles peuvent être positives parce que, de manière générale, on a envie que les gens soient en bonne santé, ça augmente leur bien-être, mais ensuite, ça veut dire qu'elles peuvent plus facilement travailler, ça provoque le développement économique, etc. On peut penser que c'est positif. Mais par ailleurs, par exemple, pour donner juste une considération qui va à l'encontre de ça, surtout dans des pays en développement, plus les personnes s'enrichissent, plus elles vont, par exemple, manger de la viande, ou élever plus d'animaux. Et dans ce cas-là, il y a un effet négatif. Et alors là, la question c'est, est-ce qu'on peut quantifier ça? Idéalement, si on était complètement omniscient, on pourrait attribuer un nombre, puis ensuite on ferait un calcul. Dans l'état actuel des choses, c'est pas possible du tout. Et du coup, c'est quoi la GiveWell, ça sert à quoi alors? Parce que si c'est pas quantitatif, c'est complètement objectif. C'est un mec doigt levé qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, il donne le résultat. Je ne comprends pas à quoi ça sert de passer par un comparateur s'il n'y a rien de quantitatif derrière, ça sert à rien de par un comparateur, autant filer son fric n'importe où, c'est pareil. Je suis un peu en dedans. Hein. Il a pas dit qu'il n'y avait rien. Il a dit ouais. Pas complètement. C'est pas ce qu'il a dit à la fin. Il a dit on ne peut pas utiliser du quantitatif. Mais c'est pas 100%. C'est combien de pourcents quantitatifs? Non, les genres d'études qu'on a vues, c'est des études qui sont directement mobilisées pour faire le choix à la fin. Donc c'est des études qui sont mobilisées par GiveWell. Ensuite, après, on n'a pas de manière directe de prendre ces études-là et ensuite d'avoir complètement de manière magique un nombre à la fin qui nous permet de faire le choix. Pour autant, est-ce que c'est complètement subjectif? Ça dépend de ce que vous entendez par là. Moi, si on revient sur l'exemple de est-ce que Macron serait élu président en 2020? Alors, qu'est-ce que ça veut dire de fournir une estimation quantitative? Si je dis, je pense que il y a 45% de chance.
Est-ce que c'est du doigt est-ce que c'est du doigt mouillé? Moi, j'ai pas l'impression. S'il y a une méthodologie derrière qui donne un chiffre, après, c'est à toi de décider si le chiffre. Si tu as une méthodologie, tu veux dire. D'accord. Si tu as une méthodologie derrière que tu peux critiquer et qui est claire, tu peux te dire oui, je peux être assez convaincu. Mais dans ce cas-là, oui, la réponse est clairement oui, il y a une méthodologie derrière. Et dans ce cas-là, je vous invite vraiment à aller voir la méthodologie. Parce qu'ils ont pensé à la fin. Hein, ouais. Attention, parfois on frise ce qu'on appelle un effet de frontière, en fait, l'idée que de disqualifier un... il y a du rouge, il y a du bleu, d'accord? On sait que le rouge, ça existe, c'est une couleur, on sait que le bleu, ça existe, c'est une couleur. Et tu fais un dégradé entre les deux. Et je te demande où se trouve la frontière claire, où se trouve la frontière entre le rouge et le bleu. Tout le monde ne va pas mettre la barre au même endroit, d'accord? Et le fait qu'il y ait une incertitude liée à le positionnement de cette frontière, d'aucuns pourraient dire, ben voilà, regarde, vous êtes infoutu de dire la différence qu'il y a entre du rouge et du bleu, donc la notion de rouge et de bleu est disqualifiée. Tu vois? Alors là, je te prends l'exemple avec une couleur. On peut le faire avec le genre, par exemple. Vous n'êtes pas foutu de dire clairement ce que c'est qu'un homme ou une femme, parce que un homme, du coup, ça a un pénis et une femme, ça a un vagin. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si c'est une femme qui a des testicules qui ne sont pas sortis? Et qu'est-ce qui se passe si ça a tout l'attribut d'une femme, mais en fait, c'est un chromosome XY? Tu vois, on fait quoi pour ces cas-là? C'est pas parce que la frontière est floue que les deux notions n'existent pas. Et c'est pas parce qu'on n'est pas capable de mettre un critère qui est hyper discriminant, qui permette de trancher de manière hyper confortable en mode manichéen, que le critère est complètement disqualifiable. Donc du coup, il faut accepter que le seuil a une forme d'arbitraire. Évidemment, par exemple. Enfin, je veux dire, si c'est précisé dans l'équation et que tu sais que le sondage ne te dit pas il y aura 45% pour Macron, il y aura 45%, et on vous l'annonce avec plus ou moins 10%, c'est pas la même chose qu'avec une certitude de 0,1%. Donc je pense que le fait de faire un classement comme ça, à partir du moment où tu es transparent sur la méthode, je veux dire, ça ne disqualifie pas complètement l'idée de faire un top 3 par exemple. Non, mais après, tant que la méthode est précisée, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que. Si la question c'est est-ce que la méthode est précisée, oui, elle est précisée. Si ensuite la question c'est comment exactement, c'est quoi la tête de cette méthode, est-ce que tout est parfaitement quantifié avec. Non. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est pas transparent. Et qu'il n'indique pas très clairement les considérations qu'ils ont eu en tête et pourquoi ils ont fait tel choix. Moi, je voudrais savoir si des associations comme GiveWell, justement, font une forme de contrôle continu de l'efficacité pour voir justement si lorsqu'on réapplique quelque chose qu'on avait mesuré être efficace dans certaines circonstances, continue de l'être. Et est-ce qu'on assiste à une forme de standardisation ou d'incitation en fait pour que les associations en question, altruistes, contrôlent elles-mêmes leur efficacité? Et j'abonde du coup à sa question parce que la mienne va dans le même sens. Comment est-ce que tu fais à un moment quand tu te dis très bien, on avait besoin de tel budget pour résoudre tel problème ou pour financer tel problème, on a atteint le budget, donc on les sort du top 3 parce qu'ils ont atteint leur quota. Exemple type, qu'est-ce que ça t'inspire quand il y a le toit d'une église qui crame et qu'on lève 1 milliard d'euros en 2 jours? Est-ce qu'à ce moment-là, il faut dire, bon bah je crois que c'est bon, on a le quota? Ouais. Alors pour répondre à la première question, oui, il y a un contrôle qui est fait. Alors c'est pas en continu, c'est à intervalles réguliers. Après, est-ce que ce contrôle, du coup, est-ce que ça promeut un peu des normes, plus des normes de transparence et de faire en sorte que les associations, les organisations elles-mêmes fassent ce travail? Je crois que ça avait. Alors, il faudrait voir, ils avaient un post de blog exactement là-dessus, je crois. Et en gros, je crois que c'était plutôt pessimiste sur la perspective d'inciter des grosses organisations, donc typiquement, je sais pas, Action contre la faim, tout ça, à avoir une meilleure évaluation de leur propre impact, parce qu'en général, il s'agit de très grosses organisations qui font des choses complètement différentes, et de manière générale, c'est juste très compliqué de changer la manière dont de très grosses organisations fonctionnent. Par contre, depuis le début du mouvement de l'adoption efficace, il y a pas mal de nouvelles organisations qui se sont créées, et qui ont été créées par des gens qui s'inspiraient directement des principes un peu du mouvement, et qui, eux, du coup, avaient, dès le début, en tête l'idée d'évaluer ce qu'ils faisaient, et vraiment de rendre des comptes, et avec l'idée que si ce qu'on fait, ça n'a aucun impact, ça ne sert à rien. Et dans ce cas-là, on peut dire que oui, ça a incité les organisations à essayer de plus s'auto-évaluer. Alors, sur l'autre question, un critère qu'ils utilisent, qui est vraiment très très important dans leur méthodologie,
pour évaluer, identifier les associations, c'est ce qui s'appelle le Room for More Funding, donc espace pour plus de financement. Avec l'idée effectivement que des organisations, elles ont besoin de financement pour mener à bien leurs interventions, elles ont aussi besoin de financement si elles veulent développer plus en avant donc, leurs interventions, mais très souvent, elles n'ont pas indéfiniment besoin d'argent. À partir du moment, exactement comme pour la cathédrale, on ne sait plus quoi faire avec l'argent. Parce que juste, y a le problème, on n'a pas assez d'idées pour utiliser tout. Et les organisations du coup qui sont identifiées et qui sont indiquées là, ce sont celles pour lesquelles qui ont assez d'espace pour plus de financement. C'est-à-dire qu'on peut donner à ces organisations et elles n'en auront pas trop. Et si elles en avaient trop, dans ce cas-là, elles ne seraient plus dans la liste. On avait une question là-bas au fond, qui parle super fort. Ouais, j'avais une question sur deux choses sur Activisme Efficace, sur le mode de fonctionnement, si c'est une association ou si c'est une boîte, et le mode de financement aussi. Ok. Alors, de manière générale, le mouvement de l'altruisme efficace, c'est une sorte de réseau un peu lâche de plein d'organisations différentes qui s'inspirent un peu du même ensemble d'idées, qui sont à peu près les idées que j'ai données là, avec les principes éthiques, etc. Du coup, et en général, il n'y en a aucune de ces organisations n'est une entreprise à but lucratif. La plupart sont des associations. En France, Altruisme Efficace France, c'est aussi une association, simplement. Au niveau des financements, souvent les dons. Parce que, donc là j'en ai pas parlé, mais si on pense que c'est particulièrement important de pouvoir évaluer différentes causes, de pouvoir mieux comprendre où on peut dépenser son argent, ça peut avoir un fort impact de dépenser de l'argent dans cette recherche-là. Et donc en sorte de financer des organisations qui sont un peu alignées sur ces objectifs d'altruisme efficace. Et donc il y a pas mal d'argent qui afflue comme ça. Et vous en faites quoi? Comment on fait sur Yeway? Non mais si on donne de l'argent à notre association Altruisme Efficace France, par exemple, vos actions, ça va être quoi? Ok, alors, il faut distinguer effectivement. Donc, quand j'ai parlé un peu des organisations, j'avais en tête les organisations un peu cœur du mouvement. Altruisme Efficace France, c'est pas l'organisation cœur du mouvement du tout. C'est un groupe national qui est plutôt local. Pour l'instant, il y a une personne salariée et c'est tout. À côté, il y a juste une trentaine de bénévoles. Donc on n'est pas du tout un poids lourd. Les poids lourds, effectivement, on leur donne là, elles ont elles vont avoir une perspective très transparente sur la manière dont elles utilisent les fonds qu'elles reçoivent, etc. En France, Altruisme Efficace France, là pour l'instant, comme c'est encore une fois c'est vraiment une toute petite association et que du coup mettre en place ces processus un peu d'auto-évaluation, c'est aussi coûteux en ressources. On n'a pas franchement fait de travail extraordinaire là-dessus. Donc pour l'instant, si vous donnez à Altruisme Efficace France, il y a beaucoup de chances que ça puisse financer par exemple les brochures derrière ou des choses comme ça. Parce qu'on est une petite association et qu'on essaie de faire plutôt de la diffusion d'idées. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que peuvent faire d'autres organisations qui se réclament un peu de ces idées-là. Est-ce que c'est le 60 millions de consommateurs de l'altruisme? C'est une bonne question. J'avais jamais vu des choses comme ça. Je dirais qu'une vraie, ça serait 60 millions de consommateurs. Si 60 millions de consommateurs s'interrogeaient aussi sur ce que ça veut dire de consommer, et ce que ça veut dire pour un produit d'être un bon produit. Et par ailleurs, autre précision assez importante. Donc l'altruisme efficace, comme je l'ai mentionné, à la base, en fait, historiquement, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'accents qui étaient mis sur le côté don. On se demandait qu'est-ce qu'on peut faire si on veut donner de l'argent. Mais ensuite, on s'est rapidement rendu compte que très souvent, ce qu'on peut faire avec notre carrière, ça peut avoir beaucoup plus d'impact. Dans ce cas-là, on n'est plus du tout sur du qu'est-ce qu'on fait avec notre argent. On est vraiment, ok, j'ai ma vie, je peux faire ça ou ça dans ma vie. Où est-ce que je vais avoir le plus d'impact? Et alors, par exemple, faire une carrière qui rapporte beaucoup d'argent pour donner une partie de cet argent, ce serait plus efficace que d'avoir une action directe. Si tu fabriques des bombes nucléaires, non? Si elles sont jamais utilisées, oui. Il n'y a pas de réponse générale à ça, ça va dépendre des cas. Mais déjà, en fait, de répondre, ça va dépendre des cas, c'est assez. Il y a beaucoup de gens qui diraient non, on peut pas, par principe, on ne peut pas bosser pour quelque chose qui a un impact direct négatif. Mais en fait, si on a en tête les idées que j'ai présentées, on se rend compte qu'en fait, non, on peut
on pourrait imaginer qu'on ait un impact direct qui soit négatif, mais qu'on ait un impact indirect qui soit incroyable. Et c'est notamment encore le cas si on est à peu près sûr que donc on bosse dans une boîte qui fait des mauvaises choses, mais si on est sûr que la personne derrière nous qui aurait le travail, elle ferait des choses encore pires, peut-être même que dans ce cas-là, c'est intéressant de rester dans la boîte et d'essayer de jouer un peu le grain de sable pour essayer de faire... Il y a plein de possibilités qui sont envisageables et il n'y a pas de réponse générale à ces questions. Trois questions. Très fort, un peu plus fort. J'ai trois questions, je vais essayer d'être concis pour chaque question. Donc, première question, donc, pour revenir au qualitatif-quantitatif, j'ai l'impression que pour l'instant on a fait une distinction entre des choses qu'on peut calculer et des choses qu'on ne peut plus calculer. Mais il y a aussi le fait qu'on parle de quantités qui ne sont pas forcément comparables. Et je voudrais savoir si tu avais des choses en plus à dire par rapport à ça. Donc, par exemple, on peut choisir, donc imaginons une association qui œuvre pour l'éducation, et puis en fait on va dans un pays en développement et on apprend aux gens l'anglais ou le chinois. Donc c'est en fait que choisir entre ces langues, c'est un choix politique, c'est pas un choix. Je pense pas que ce soit qu'il y ait une langue qui soit spécialement meilleure que l'autre, ça va plutôt peut-être changer l'influence géopolitique des États-Unis ou de la Chine. Ouais, donc ça c'est peut-être pas comparable, quoi. Ok, voilà. Deuxième. Je vais répondre à la première question, sinon il n'y a aucune chance que je. Vas-y, du coup. Alors, sur cette question, je reprends l'exemple de l'enseignement ou bien de l'anglais ou bien du chinois. En fait, ça fait partie des cas, il y a de nombreux cas, et c'est la plupart des cas, où en fait on se rend compte que l'impact qu'on a, ça va dépendre pas seulement de juste à court terme, est-ce que la personne, je sais pas, est-ce que ça fait plaisir à la personne d'avoir appris l'anglais, ou ça fait plaisir à la personne d'avoir appris le chinois, ou est-ce que elle peut parler chinois dans la vie quotidienne. Mais en fait, ça va aussi dépendre de plein d'autres conditions, qui sont un peu des conditions un peu qu'on peut appeler politiques ou structurelles, qui sont beaucoup plus générales et qui vont effectivement déterminer si, au final, votre action elle a eu un impact bénéfique ou pas. S'il s'avère que dans 50 ans, tout le monde parle chinois, on peut penser que enseigner le chinois tout de suite aux étudiants, ça se révèle plus bénéfique de leur apprendre l'anglais. On peut aussi penser que en enseignant le chinois maintenant à des étudiants, on augmente la probabilité que dans l'avenir, ce soit le chinois qui devienne prédominant. Et dans ce cas-là, effectivement, si on veut vraiment on pense que ça aura un super impact positif, que le chinois prenne la place de l'anglais, on pourrait imaginer que ça soit une manière de faire advenir cette situation-là. Et dans ce cas-là, effectivement, on se rend compte qu'il y a plein de considérations qui sont beaucoup plus globales qu'on va devoir prendre en compte. Voilà, ça c'est la réponse à la première question. D'accord, merci. La deuxième question, c'était, du coup, en fait, on n'a pas trop parlé du fait que quand on agit, en fait, on est aussi soi-même changé par l'action, par son action. Donc ça peut être, par exemple, des gens qui, en donnant de l'argent, se rachètent une bonne image auprès du public, ou quelqu'un qui exerce un métier et qui est du coup désensibilisé. Par exemple, un soldat qui va être complètement blasé devient indifférent à la violence à force de tuer des gens. Pour être en agissant, on est changé soi-même par son action. Est-ce que ça c'est pris en compte? Ouais, c'est ce que vous avez à dire Ouais, en fait c'est pris en compte et c'est assez marrant parce que c'est justement une des autres considérations qu'il faut prendre en compte dans le cas de est-ce que je veux travailler, est-ce que je vais faire un travail qui a un impact direct super négatif. Allez, imaginons que je suis en train de réfléchir à est-ce que je veux devenir banquier et trader, me faire un max d'argent avec l'idée que je vais redonner 90% de mon salaire. Dans ce cas-là, on pourrait penser peut-être qu'effectivement ton impact net il est quand même super positif. Même si tu fais des choses qui sont vraiment pas géniales dans ton impact direct, l'impact indirect que tu peux avoir avec l'argent que tu donnes sera super positif. On pourrait imaginer ça. Sauf que, là effectivement, il y a une considération à prendre en compte, c'est que, en fait, si je deviens banquier, peut-être que ça va aussi transformer ma personne. Peut-être que, effectivement, je risque de traîner avec des gens qui ont cette mentalité de banquier. Je sais pas trop c'est quoi la mentalité de banquier, mais peut-être c'est pas la même mentalité d'altruiste qui donne 90% de leur salaire. Et dans ce cas-là, je risque fort juste de perdre complètement mes convictions. Et ça, c'est une vraie raison, une vraie considération à prendre en compte dans le choix qu'on va faire.
si on pense que peut-être qu'on est facilement manipulable, peut-être qu'il vaut mieux s'éloigner de ce genre de travaux. En pratique, ceux qui ont fait ça, parce qu'il y en a du coup qui ont fait l'exemple que tu donnes, est-ce qu'on a assez de données Alors, j'ai pas connaissance d'études systématiques à ce sujet-là. Je sais que Peter Singer, dans le bouquin, je crois qu'il parle de plusieurs cas où des personnes sont effectivement allées travailler dans la finance, et là c'était plutôt réussi. Alors je ne sais pas s'il y a juste un biais de sélection, parce qu'il a juste effectivement sélectionné les gens qui étaient les plus alignés au principal société de gaz, qui étaient vraiment à fond dedans et qui c'était sûr qu'ils allaient redistribuer 90% de leur salaire. Ça, je ne sais pas. Il a fait ça avant ou après? C'est-à-dire qu'il a sélectionné des gens qui étaient déjà dans la finance et qui étaient dans l'altruisme efficace, ou il les a sélectionnés avant qu'ils rentrent dans la finance? Le deuxième. Le deuxième, avant qu'ils rentrent dans la finance. Donc, ah non, en fait, non, mais je ne sais absolument rien sur le processus de sélection de Peter Singer des gens qu'il a interviewés dans son bouquin. Donc je dirais que c'est plutôt le premier dans ce cas. Du coup, comment quantitativement on peut déterminer l'impact, par exemple, de quelqu'un qui décide de se retirer de la société, un peu à la Henri David Thoreau, Cabane au fond des bois, quelqu'un qui décide de rentrer dans un mouvement révolutionnaire, pour les guerres, les bombes, tout comme ça, et quelqu'un qui décide de travailler beaucoup et donner beaucoup d'argent. Comment on fait le tri? Comment quantitativement? Ok, c'est là aussi où du coup il faut peut-être revenir sur la distinction quantitative-qualitative. Encore une fois, si vous attendez une sorte d'algorithme où on met comme ça en valeur aller dans notre cabane dans les bois, s'engager dans le mouvement révolutionnaire, etc. Et à la fin de l'algorithme, on a juste un nombre qui correspond à l'impact qu'on a dans notre vie. Ça, clairement, on n'a pas ça. Maintenant, plutôt que ça, on a tout un ensemble de considérations, tout un ensemble de connaissances sur lesquelles on peut s'appuyer, qui peuvent venir nous aider à prendre une décision éclairée. Pour le cas de la personne qui se retire dans les bois, alors intuitivement, j'aurais juste tendance à dire, c'est vraiment peut-être c'est un exemple caricatural de personne qui va avoir un impact de zéro, ni négatif ni positif. Alors ça, c'est ce que je dirais de manière intuitive. Après, on peut imaginer des effets un peu secondaires. Si la personne, elle se retire dans les bois, peut-être que ça va inciter d'autres personnes à faire de même. Peut-être du coup que ça va avoir un effet plus général sur les systèmes sociaux dans lesquels elle vivait avant, notamment par ses proches. Et on peut imaginer plein d'autres mécanismes comme ça en jeu. J'en vois pas tant que ça pour l'instant. Donc on pourra en discuter. Après, pour la personne qui s'engage dans un mouvement révolutionnaire, alors c'est là où il s'agit de considérations assez subtiles, parce qu'on est en train de parler de... Alors, la probabilité d'arriver à faire advenir une révolution, parce que si c'est zéro, si on est sûr qu'on ne peut pas changer le système dans lequel on est, si c'est vraiment zéro, littéralement zéro, ça ne sert à rien de s'engager. Si on s'engage, c'est au moment qu'on pense que c'est possible. Ensuite, on peut penser que c'est possible, mais on peut aussi penser que ça ne vaut pas le coup. Du coup, il faut regarder si ça marche, si on arrive à faire advenir la révolution et qu'on passe à un autre système, ça serait quoi à quel point ce système serait meilleur que le système actuel. Et là, bien sûr, là c'est encore une question qui est très très complexe et qui dépasse de loin toutes les méthodologies très localisées là, dont j'ai parlé en économie de développement. Là, il faut aller explorer la littérature en économie, peut-être en économie orthodoxe, mais aussi hétérodoxe, voir les différents points de vue sur les différents systèmes et leurs valeurs, à quel point ils permettent de promouvoir le bien-être humain, et ensuite on peut faire un choix. Le choix peut être informé. Mais là, effectivement, on augmente massivement le nombre de considérations qu'on va devoir prendre en compte. Alors effectivement, à la fin, en quel sens on a un résultat qui est purement quantitatif, il n'est pas très quantitatif, mais pour autant il peut être éclairé. Il peut être fondé sur au maximum de nos capacités, il peut être fondé sur ce qu'on sait, sur nos connaissances disponibles. J'ai une remarque, mais c'est peut-être plus une remarque politique que zététique. J'ai l'impression que l'altruisme efficace tel qu'il a été présenté, en fait, ça devrait plutôt s'appeler l'altruisme individuel efficace. Parce que tel que tu l'as présenté, en fait, c'est toujours comment moi, à mon échelle individuelle, je peux prendre des décisions les meilleures possibles, mais tout seul. Et ça a été présenté presque en fait comme une économie de marché, enfin comme un modèle capitaliste de marché, où on aurait des acteurs qui essaieraient de maximiser de manière purement rationnelle leur intérêt, et de ça émergerait un truc bien. Et à aucun moment, en fait, tu as considéré...
enfin, je sais pas, il peut y avoir plein d'effets non linéaires. Enfin, si on faisait une analyse mathématique, on dirait que ça, c'est des analyses d'ordre 1. En fait, on regarde localement, en fait, c'est quoi le petit epsilon que je peux mettre tout seul. Et en fait, quand on se réunit en groupe, en société, finalement, on peut adresser des effets beaucoup plus puissants que ça. Enfin, ça, c'est une vision politique, quoi. Et pourquoi pas l'altruisme collectif efficace? Enfin, je sais pas si tu as déjà pensé à ça. Ouais. C'est une des remarques assez classiques qu'il y a à propos ou contre l'altruisme efficace. De manière générale, maintenant, de plus en plus de poids qui est mis sur cette dimension collective. Dans la dernière conférence sur l'altruisme efficace, il y avait une des personnes les plus investies dans le mouvement, William McCaskill, disait effectivement que l'altruisme efficace, ça devrait être une démarche vraiment collective. Alors sur cette question de est-ce que l'altruisme efficace c'est juste individuel, donc je pense qu'il faut bien distinguer deux problèmes, ou au moins deux éléments. D'un côté, c'est une vérité toute simple, et là c'est pas politique, c'est juste complètement factuel, que les actions qu'on décide, c'est juste les actions de nous. Au final, je ne peux pas décider, je ne peux pas déterminer de quelle manière vous allez vous comporter, du moins pas directement. La seule personne que je contrôle directement, c'est juste moi, c'est le pantin articulé que je suis. Ça, c'est la première chose. Donc, en un sens, oui, c'est individuel. Mais c'est individuel comme ça devrait bien être individuel, parce qu'effectivement, nos décisions, on les prend de manière individuelle, au final. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se coordonner. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas décider, je vois que tu partages plein de valeurs avec moi, peut-être qu'on peut réfléchir ensemble et peut-être déterminer une action qui, si on entreprend collectivement, tous les deux, va avoir un impact énorme, va avoir un impact qui est bien plus supérieur à si tous les deux, on avait simplement, dans notre coin, entrepris nos actions individuelles. Et donc, l'altruisme efficace, ça n'implique pas du tout de négliger ces actions collectives. Et au contraire, on peut imaginer que tous ces ensembles, tout le mouvement de l'altruisme efficace, c'est bien basé sur l'idée qu'on peut agir de manière collective. Parce qu'on observe bien une sorte de division du travail. Il y a des gens qui vont faire des recherches. GiveWell, ils font des recherches sur les ONG. Mais bien sûr, pourquoi ? Parce que tout le monde ne pourrait pas faire ces recherches tous ensemble. Ils ne pourraient pas passer toute leur vie à faire ces recherches. Donc on se divise le travail. Vous allez faire de la recherche. Vous allez peut-être vous allez travailler dans une grande entreprise pour gagner beaucoup d'argent. Peut-être que d'autres vont faire du travail direct, du travail de militants, d'activistes. On se divise le travail et on agit de manière collective. En se coordonnant. Et là, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune contradiction. Mais après, c'est aussi un fait que souvent, c'est difficile de se coordonner avec d'autres gens. On ne partage pas les mêmes valeurs que les autres gens. Là, moi, actuellement, dans la société, je ne pense pas que je partage mes valeurs avec plus de 10% de la population. C'est-à-dire c'est juste un peu compliqué de se coordonner, de décider, tiens, on va faire tout ça ensemble avec des personnes qui n'ont vraiment rien en commun avec moi. Juste pour revenir très brièvement sur la question de l'objectivité, Florent a donné tout à l'heure l'exemple de la zone bleue et de la zone rouge et qu'il n'y a pas de frontière qui soit. Le fait que la frontière soit floue, ça ne remet pas en question l'existence des zones. Sans forcément les nommer, est-ce que vous avez repéré des associations à but humanitaire, à but altruiste, qui étaient clairement dans la zone rouge et d'autres qui étaient clairement dans la zone bleue, entre guillemets? Est-ce que vous avez pu trancher, entre guillemets, certains cas d'associations où, il ne fallait pas donner, clairement, sans forcément les citer, mais mon point c'est de voir si vous citez. Non, allez, balance ton point. Moi je veux pas ça. En fait c'est plus simple que ce qu'on peut penser. Là, j'ai donné une série de principes éthiques qui ont pu sembler assez consensuels, mais en fait, si vraiment on les suit un peu jusqu'au bout, on se rend compte qu'il y a très peu d'associations qui vraiment agissent avec ces principes en tête. Et notamment, il y a vraiment plein d'organisations qui juste font du travail qui ne rentrent même pas dans le cadre de ça, qui ne cherchent même pas, par exemple, à aider les autres. Si on a une association qui cherche à réhabiliter du patrimoine ancien, alors là, on peut dire qu'effectivement, ça a un impact indirect, ça améliore, les gens se sentent mieux parce qu'ils sont à côté d'une vieille église, je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, ça semble effectivement tellement en dehors du cadre de pensée qu'on a esquissé que, eux, en quelque sorte, bêtement, ils se situent dans la zone rouge. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne veut pas dire c'est juste dire peut-être qu'ils ont d'autres valeurs, qu'ils ne cherchent pas à aider d'autres gens, ils cherchent à aider, ils pensent qu'il y a une valeur intrinsèque accordée aux vieilles églises et c'est tout. Par ailleurs, en général, quand on parle d'ONG, on a en tête des très grosses ONG, donc Action contre la faim, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, tout ça. En général, ces organisations, elles sont tellement énormes que
ça peut être compliqué de distinguer exactement c'est quoi, on va dire, la politique officielle de l'organisation. Il y a parfois plein d'interventions différentes qui sont menées, parfois pour des raisons différentes. Au final, certaines interventions seront clairement dans le rouge peut-être, d'autres seront clairement dans le vert. C'est compliqué de déterminer, d'avoir un jugement final. Et c'est aussi pour ça que parmi les associations qui ont été identifiées par GiveWell, en général, la plupart ont une seule intervention clé qu'elles mettent en place et qu'elles essayent ensuite de développer. Mais toujours la même, parce que c'est celle qu'on a évaluée et qu'on sait qu'elle est efficace, et qu'on s'y tient. Ouais, une question, Félix, ça peut être un peu compliqué globalement d'avoir une corrélation d'impact, etc. Est-ce que vous avez connaissance d'autres méthodes qui sont utilisées par exemple par les économistes ou d'autres choses, par exemple, ça fait 150 ans que les économistes ils calculent par exemple, ce qu'ils appellent le surplus. Est-ce que vous utilisez ce genre de méthode? Est-ce que tu en as connaissance? Est-ce que vous utilisez? En général, non, pas directement. La méthode des surplus, notamment en microéconomie, le surplus du consommateur, le surplus du producteur, tout ça, ça a donné lieu à une certaine méthodologie en économie qui s'appelle les cost-benefit analyses, donc les analyses coût-bénéfice. Et ça, alors ça a des choses en commun avec le type d'analyses qui sont menées là, mais c'est assez différent. Alors, en général, c'est justement là où c'est très focalisé sur la manière dont une action, une décision, par exemple l'implémentation d'une nouvelle loi, va changer les équipes de marché, peut-être qu'on va augmenter le prix de je sais pas quoi, tout ça. Et... Non, mais là c'est plus au niveau de l'analyse coût-bénéfice, ce qui se passe dans le... Mais alors peut-être que c'était un autre surplus, c'était le surplus. Non, c'est exactement ça, mais le surplus c'est justement le profit qu'on en tire, c'est pas le prix. Ils calculent le profit commun pour toute la société, ils appellent le surplus. Oui, voilà, oui. Non, alors ça, on pourra en discuter beaucoup plus longtemps. Ça se base sur des principes méthodologiques qui sont, je pense, assez douteux. Qui sont en gros qu'on peut comparer directement un certain gain, qu'on peut faire des comparaisons directes interpersonnelles de genre $1 pour vous, ça vaut $1 pour une autre personne. Et ça, à partir du moment où on peut en discuter, parce qu'il y a plein de discussions en économie, en philosophie là-dessus. Mais en tout cas, alors ce qu'on peut dire, c'est que c'est une des méthodologies qui est utilisée, c'est clairement pas celle qui est favorisée. Et notamment, par exemple, d'autres méthodologies en économie de la santé, ils utilisent ce qu'ils appellent les QALY, qui sont une manière de mesurer les années de vie en bonne santé. Et ça, je pense, c'est utilisé par certaines des GiveWell, donc la plupart des études certaines des études sur lesquelles ils s'appuient, ça va utiliser les QALY comme manière de mesurer les gains. Et ça, par exemple, en tout cas, dans tout ce qui concerne la santé, ou on va dire le bien-être lié à la santé, ça me semble plus satisfaisant que d'autres méthodologies. Mais là, il y a tout un ensemble de méthodes différentes. Je connais... j'ai discuté longuement avec au moins 4 personnes qui ont passé au moins un an en Afrique dans des ONG pour différentes actions contre la faim, la malaria, ce genre de choses. De manière unanime, en revenant, elles ont dit il est urgent d'arrêter de donner de l'argent. En fait. Pour une raison qui est bête, c'est qu'en fait on nourrit la dépendance au lieu de résoudre le problème. Et que tant qu'il y aura de l'aide, en fait, il n'y aura aucune initiative pour faire en sorte de résoudre des problèmes. Et donc, je voulais savoir comment GiveWell est capable d'évaluer l'hypothèse nulle dans les candidats à l'évaluation, comme un candidat parmi d'autres. Alors, en ce qui concerne le fait que peut-être l'aide, notamment l'aide humanitaire, ça serait inefficace, ou peut-être pire, ça aurait un impact négatif, notamment en Afrique. Ça, effectivement, il y a pas mal de bouquins qui parlaient de ça, je crois que c'était au milieu des années 2000. Et en fait, historiquement, les débuts de l'action efficace, et notamment chez GiveWell, c'est un peu une réaction par rapport à ça. De se dire, ok, il y a plein de choses qui ne marchent pas, est-ce qu'on peut trouver des choses qui marchent mieux? Et la plupart des interventions qui sont soutenues, et la plupart des associations qui sont soutenues, elles font attention à opérer dans des États où en fait très clairement, dans des pays où l'État est juste complètement défaillant,
Et dans ce cas-là, il y a, souvent, la critique qui est faite, c'est que vous apportez une aide humanitaire, mais du coup, vous remplacez l'État. Et vous empêchez un État un peu... vous empêchez la sécurité sociale d'apparaître, etc. Et tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pris en compte dans les travaux qui sont faits, notamment les travaux d'Yves Well, ou bien les interventions sont faites dans des pays où les États sont juste complètement défaillants, donc il n'y a pas d'alternative. Ou bien, je sais, pour la distribution de vermifuges, ils travaillent en collaboration avec l'État et avec les autorités locales, avec comme but, à moyen terme, de leur passer la main et de contribuer à créer des systèmes de santé locaux. Je ne sais pas si ça répond à toute la question. Oui, un bout de la question, c'était dans quelle mesure est-ce que quand on donne de l'argent pour mettre des pansements, on n'empêche pas de résoudre les problèmes de manière systémique. Je vais prendre un exemple qui n'a absolument rien à voir pour donner un ordre d'idée. Dans l'éducation, par exemple, moi, il y a des associations à qui je donne, par exemple la Mozilla Foundation ou Wikimedia ou ce genre de choses, qui font de l'éducation et qui font de l'éducation non commerciale et libre. Donc l'idée, par exemple, les initiatives sur le logiciel libre, par exemple, moi je trouve que c'est un truc qui est extrêmement important. Je ne sais pas, peut-être j'ai un biais parce que je fais du soft, mais fabriquer de l'indépendance, et moi il me semble que c'est une piste qui n'est pas à ignorer, quoi. De l'indépendance en termes logiciels, alors. Non, c'est-à-dire est-ce que... Moi, dans mon altruisme, l'idée c'est de... Ouais, c'est ce principe-là. Je pense qu'on a tous ce principe en tête. Après, en pratique, comment ça se concrétise, c'est beaucoup moins facile. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous êtes en train d'imaginer des interventions comme distribuer des moustiquaires, distribuer des vermifuges? Qu'est-ce que ça veut dire exactement de dire est-ce que là j'apprends à pêcher aux gens ou alors est-ce que je leur distribue des poissons? Dans les faits, c'est pas facile de savoir si on fait l'un ou l'autre. Et bon, il y a bien sûr, c'est surtout une sorte de continuum. Et il n'y a pas cette idée d'indépendance, de faire en sorte d'autonomiser les bénéficiaires de l'aide comme une sorte de principe cœur dans la gestion efficace. Mais par contre, très clairement, dans la mesure où si on rend quelqu'un indépendant, on permet de... en gros, c'est comme si on l'aidait en fait à très très long terme. Dans la mesure où rendre quelqu'un indépendant, ça entraîne ça, c'est en train de l'aider à très long terme, c'est quelque chose qui a toute sa place à... C'est une considération qu'il faudra prendre en compte quand on va décider de quelle intervention choisir. Donc voilà. Alors, je vais clarifier mon objection. C'était dans quelle mesure est-ce que je ne vois pas en fait là de problématiques qui prennent vraiment le problème à la racine. Par exemple, exemple de type le problème politique moi il me semble qu'il y a un gros problème, une grosse partie du débat qui se centre autour de l'éducation, de fabriquer de l'autonomie de pensée, et encore une fois c'est peut-être un biais parce qu'à l'Observatoire d'esthétique on est hyper soucieux de fabriquer des gens qui sont capables de réfléchir de manière autonome et de pointer les biais, et d'intervenir dans des endroits où justement ces carences-là puissent trouver un peu de matière à se nourrir l'esprit pour ne serait-ce qu'avoir ce genre de réflexion-là. Ouais. Donc c'est-à-dire l'idée c'est de... Encore une fois, on parle du... Est-ce que en deçà de ces actions sur lesquelles on peut donner de l'argent pour résoudre des problèmes qui sont hyper pragmatiques, il y a des considérations qui sont beaucoup plus larges, à savoir comment est-ce qu'on peut fabriquer de l'autonomie, de l'influence politique, ou ce genre de choses, quoi. Il y a ces considérations-là, mais toujours en gardant vraiment en tête que l'objectif final, c'est pas juste de créer de l'autonomie pour créer de l'autonomie. Au final, on veut vraiment que ça puisse impacter positivement les gens, soit maintenant, soit les générations futures. Et c'est pour ça, Guy Voel, par exemple, si vous lisez leur guide méthodologique, il parle pas mal des effets secondaires de tout ce qui est les interventions de santé. Un effet secondaire, c'est de pouvoir, et je crois qu'il utilise exactement ce terme, le empower, donc d'autonomiser les personnes bénéficiaires à plus long terme
en tout simplement leur donnant les moyens d'avoir une vie qui est pas juste déterminée par la maladie qu'ils ont et qu'ils subissent. Et ça, mine de rien, ça a des vrais effets à long terme sur leur vie. D'abord, ça augmente complètement leur bien-être tout au long de leur vie, mais ça veut dire ensuite qu'ils vont pouvoir entreprendre plein de choses. Ils vont pouvoir aider leur communauté locale, développer donc l'économie, participer politiquement aux prises de décisions collectives, etc. Donc ça, il y a plein de considérations comme ça qui sont prises en compte. Et juste pour revenir sur l'idée d'un changement de système, une sorte de vision d'ensemble, quand on parle donc de la cause, tout ce qui est cause animale et élevage industriel, là, la plupart des interventions qui sont envisagées, c'est des interventions qui visent vraiment à en quelque sorte changer de système, à faire en sorte qu'il n'y ait plus des élevages industriels où les animaux ont des conditions de vie aussi terribles. Et ça nécessite des changements de société, donc de vraiment changer la manière dont l'opinion publique perçoit ce type de traitement. Ça implique aussi peut-être de faire du lobbying auprès des pouvoirs publics et aussi auprès des grandes entreprises, de l'industrie de la viande, par exemple. Et là, on est vraiment en plein dans l'idée de changer vraiment de système. Du coup, là, ça a reparlé des vermifuges et de la malaria. Et comment, dans ce cas-là, par exemple, on arrive à séparer le cas de sauver les gens maintenant et ce que vous avez dit au début, du coup, de l'intérêt des générations futures? Ouais, là, ça, dit comme ça, c'est un problème philosophique. Ça veut dire que d'un côté, on a des gens qui existent maintenant, on peut soit on va dire, augmenter leur bien-être, ou bien on peut les empêcher de mourir, donc sauver leur vie. C'est quelque chose de bien qu'on veut faire. On peut aussi entreprendre des actions qui vont bénéficier plein de générations futures. Le choix entre les deux, derrière, il y a des vraies questions, on va dire, conceptuelles, philosophiques, pas du tout évidentes. Et ça va dépendre vraiment de vos valeurs, etc. Non, parce que ce que je voulais dire quand même, c'est que, parce que là, je vois qu'il y a des gens aussi, en ce moment, il y a quand même pas mal d'inquiétudes autour de l'écologie, mais aussi d'autres trucs, comme la population, par exemple, d'autres choses, et qu'il y a un peu un risque systémique global que ça casse la gueule plus ou moins, régulièrement. Et du coup, c'est ça que j'ai les générations futures. C'est comment, en fait, comment poussant tout de suite, en voulant fixer tous les problèmes qui existent actuellement, absolument tout, sans laisser comme proposer à la personne là-bas, les gens en fait localement régler leurs problèmes, et c'est dur, hein. C'est des crises généralement, juste comme ça. C'est pas quelque chose qui est facile à voir en tout cas. Mais quelque part pousser à bout un système pour qu'il se tombe de beaucoup plus haut. Et comment c'est pris en compte ça part de... Ouais, donc ça c'est l'idée un peu classique qu'on retrouve aussi qu'on retrouvait chez les marxistes en promouvant des réformes, on empêche l'avènement d'une vraie révolution. Du coup, en quelque sorte, c'est aller vers le pire pour ensuite faire advenir le mieux possible. Ça, c'est effectivement c'est assez controversé que ça puisse marcher. En général, effectivement, dans l'état actuel, dans le mouvement Altus Efficace, on n'a pas vraiment ce genre de... Il n'y a pas beaucoup de discussions autour de ce genre de raisonnement, parce que je pense qu'intuitivement, la plupart des gens pensent que c'est pas très convaincant. Mais si on a de bonnes raisons de penser que c'est convaincant, qu'on peut vraiment essayer d'entraîner, de faire advenir un changement systémique en dirigeant la société vers une direction ou une autre, dans ce cas-là, il faut défendre sa position et essayer de montrer que toutes les